Bonsoir et bienvenue pour la deuxième étape du Tour du Monde de Thalassa. Pendant 13 semaines, vous allez faire des rencontres, découvrir des lieux, profiter du plaisir de l'évasion et peu à peu aussi, vous allez comprendre l'importance de toutes ces grandes routes maritimes. La semaine dernière, notre porte-container, le Latour, a quitté le Havre. Après avoir traversé l'Atlantique, il est ce soir, vous le savez, aux portes de New York. Vous y ferez escale avant de naviguer le long de la côte est des États-Unis. L'occasion pour vous de découvrir cette région du monde. Tout de suite, vous embarquez à bord du Latour pour faire votre entrée dans le port de New York, un moment particulier dans les couleurs du petit matin. Après une traversée de l'Atlantique mouvementée, le Latour a rallié le port de New York. Il est 6 heures du matin, le pilote vient de monter à bord. En face de nous, c'est le pont du Verrazzano. C'est le plus grand pont de New York. À tribord, il y a le quartier de Brooklyn et vous apercevez Coney Island juste à côté de nous. Et là-bas, en face, bien sûr, vous pouvez apercevoir les gratte-ciels de Manhattan. C'est tellement beau les matins comme celui-là, lorsque le soleil se lève sur l'horizon. C'est unique. Alors bien sûr, ce que l'on voyait autrefois, eh bien c'était les tours jumelles de Manhattan, les Twin Towers. Ça, on les apercevait depuis le large. On y pense toujours d'ailleurs. Mais bon, cela reste un endroit merveilleux. Et là où le navire va à quai maintenant, eh bien, c'est l'une des plus belles vues sur New York. Alors ça devrait être une belle matinée aujourd'hui. Arriver à New York par la mer restera toujours une expérience singulière. Ce que je vois ? Oh, je vois une ville que j'ai souvent vue par le passé, mais toujours à la télé. C'est vraiment excitant de voir New York. Si j'ai l'opportunité, je m'installerai ici avec ma famille. Ma femme s'est déjà renseignée pour un boulot ici. Peut-être un jour on vivra là. De là où il est, le Latour a une vue superbe sur Manhattan. Le port de Red Hook vit ses dernières années, car son implantation n'a évidemment pas laissé les promoteurs immobiliers indifférents. Le Latour est à quai pour une dizaine d'heures seulement, le temps de charger et décharger 432 conteneurs exactement. Le navire a apporté à New York de la bière, de l'eau minérale, des meubles, des produits chimiques. Il repartira avec des vieux papiers à recycler, de la ferraille, des déchets plastiques et des machines industrielles. Les autres, c'est des gamins, des débutants. Moi, je fais ça depuis 20 ans. Sur les quais, les dockers s'activent. New York est le 3e port américain pour le trafic de conteneurs. Être au cœur de Brooklyn, même pour quelques heures, c'est l'opportunité pour les marins du Latour de sortir un peu. L'occasion se fait de plus en plus rare, les escales sont devenues tellement courtes. Alors Fred, le steward, et Joël, le second cuisinier, ont décidé de faire un peu de shopping.
Quand vous achetez quelque chose à New York ou ailleurs, c'est très précieux aux Philippines. On vous dit « Oh, ça vient d'Amérique, c'est super !» C'est un endroit où vous rêveriez de vous installer? Non, non, non. Il n'y a pas de meilleur endroit qu'à la maison, aux Philippines. Virginia Gonzalez, le révérend du port, connaît bien ces marins philippins auxquels elle rend systématiquement visite lors des escales des navires. Bonjour, comment ça va? Le révérend Gonzalez vient vendre des cartes téléphoniques très bon marché pour que ces marins puissent appeler leur famille. Bienvenue à Brooklyn. Vous pouvez utiliser cette carte téléphonique si vous êtes par exemple en Australie. C'est une carte internationale. Vous pouvez appeler de n'importe où dans le monde. Celle-là spéciale pour les Philippines. Ça sonne. À l'autre bout du fil, à des milliers de kilomètres, un téléphone sonne dans les faubourgs de Manille. On laisse les marins passer des coups de fil à leur famille et nous, on retrouve à Manhattan un guide que vous connaissez bien, Sophie. New York est au bord de la mer. Pour vous, c'est une évidence, mais ce n'est pas le cas pour tout le monde. On part maintenant à la découverte de jeunes de Brooklyn qui ignorent tout de la vie maritime de leur ville, qui ignorent qu'elle est aussi un port. Il y a quelques années, un collège de Brooklyn a décidé de faire découvrir à ces jeunes de la rue le lien très étroit qui unit New York et l'océan. Pour eux, c'est une révélation. À côté du Manhattan des Tours et du port, il existe un autre quartier de New York qui a complètement oublié qu'il était au bord de la mer. Brooklyn vit entre l'East River et l'océan Atlantique, mais on a perdu le souvenir. Il y a longtemps que sur ces trottoirs, la salsa a remplacé les chansons de marins. Natasha a 14 ans, elle est née dans ce quartier de New York. C'est vraiment un quartier mixte. Il y a beaucoup de musulmans qui vivent ici, des Équatoriens, des Mexicains et des nouveaux arrivants qui espèrent refaire leur vie ici. Mais la majorité des habitants est hispanique ou noire. Mes parents ne me laissent pas traîner dans ce quartier n'importe où et surtout pas à n'importe quelle heure. Parce qu'il y a des coins pas très nets, avec des trafics de drogue, des fusillades, de la violence. Andrew a 14 ans, comme Natasha. Lui aussi est né à Brooklyn. Je me suis habitué à ce quartier, mais je n'y traîne pas trop. J'essaye de passer la majorité de mon temps à l'école. C'est Crack City ici. Tout autour, ce n'est que du trafic de drogue. Au coin de la rue, là, autour du bloc, partout. Alors je ne traîne pas trop ici. Toutes les nuits, il y a des patrouilles de police. C'est plutôt bien d'ailleurs. Ça craint vraiment ce quartier. Mais c'est là que j'habite. Le collège de ce coin de Brooklyn était à l'image du quartier. Un grand établissement plein de violence et de drogue. Il y a 3 ans, la municipalité a décidé de le fractionner. Un collège par étage, avec pour chacun un programme éducatif particulier. Au 4e étage s'est installée la New York Harbor School, l'école du port de New York.
Nate en est le directeur. Bonjour, ça va? Enlève ta casquette s'il te plaît. Tu as ton uniforme? L'école est l'équivalent d'un collège public en France, soutenu financièrement par quelques riches fondations. 80% des enfants de cette école vivent en dessous du seuil de pauvreté. Toutes les matières enseignées ici le sont par le truchement de l'étude de la relation entre New York et son environnement aquatique. L'école, comme tous les collèges, les prépare à l'université. Nous voulons que les enfants de ce quartier comprennent que la mer appartient à tout le monde à New York. Et nous pensons que le port est le meilleur des supports pédagogiques qui soit. Son étude permet de faire de l'histoire, de la géographie, des sciences. Nous souhaitons également leur faire comprendre qu'ils doivent veiller sur cette ressource. Et c'est grâce à cette approche qu'ils comprennent qu'ils doivent aussi se préoccuper de leur quartier. Pour nous, l'aboutissement intervient quand un élève, à qui cela n'avait même pas traversé l'esprit, comprend que veiller sur son quartier est positif, non seulement pour lui, mais pour tous les siens, pour toute la ville. Allez, venez, ça va être vraiment une très belle journée et vous travaillez toujours bien. Salut Théana, tu as ta chemise de l'école? Bien, je vais vous parler de notre journée. Pour ceux d'entre vous qui n'étaient pas là hier, nous allons au South Street Seaport Museum, le musée maritime de Manhattan. Certains y sont déjà allés pendant le jeu de piste. Le musée est un de nos partenaires fondateurs. Nous avons d'excellentes relations avec eux. Plusieurs fois par semaine, le rituel est le même. Les élèves rassemblent leurs affaires et un pique-nique dans le sac. Ils partent tous à la découverte du New York maritime. Une heure de métro et la classe arrivera au sud de Manhattan, au South Street Seaport Museum. Murray Fisher est le fondateur de l'école. La trentaine, passionné d'écologie et d'histoire maritime, il a eu cette idée il y a 4 ans et a su convaincre la ville de New York de se lancer dans cette aventure. Voilà le Letty G. Howard. C'est le bateau sur lequel les élèves naviguent à l'automne, au printemps et l'été. Un de nos jeunes aide à son entretien tous les samedis, et là l'équipage le bichonne pendant l'hiver, car il fait trop froid pour naviguer. Y a-t-il quelque chose de gros qui manque sur le bateau? La baume? Il manque combien de baumes? Vous êtes sûr? 3. Tournez-vous par là, s'il vous plaît. Avez-vous une idée d'où nous sommes? Quelle est la rivière qui coule ici? Oui, Max? Le pont de Brooklyn. On a dit une rivière. L'East River. Bien. Et qu'est-ce qui coule au sud-ouest de Manhattan? Hudson River. Bien, bien. Nous sommes donc ici. Et nous allons tester la qualité de l'eau. Et maintenant, on va se diviser en 3 groupes. Mon groupe, on y va. Ne bougez pas, on revient dans 3 minutes. Attrape ça, mais c'est assez lourd. On le soulève et on va le poser juste à tes pieds. Pour leurs études de biologie, le collège élève des huîtres au pied des tours de Manhattan. Pas question de les manger, mais de voir avec quelle efficacité elles filtrent l'eau et parviennent à grossir dans cet environnement. Travaux pratiques à 2 pas de l'Empire State Building. Vous allez en mesurer une dizaine et noter le résultat sur vos cahiers. Tous les cours de biologie se font sur les pontons de New York, à Manhattan ou sur la Harlem River. À chaque fois, c'est l'occasion de découvrir un lieu et d'analyser la qualité de l'eau de mer. C'est du zooplancton, des petits organismes qui mangent le phytoplancton. Et ça, qu'est-ce que c'est?
Une red algae. Pourquoi cette plante est importante? À quoi ça ressemble? À une algue. Et qu'est-ce que ça produit, une algue? Ok, de quoi a besoin un arbre pour faire de l'oxygène? De la lumière, du soleil, oui. Donc les algues consomment le gaz carbonique et rejettent de l'oxygène qui servira à tous les organismes vivant sous l'eau. Pour moi, l'eau est un élément formidable pour apprendre. C'est quelque chose que l'on peut découvrir, que l'on peut apprécier, que l'on peut protéger et dont on peut découvrir l'importance pour une communauté, et qui conduit à se poser des questions comme comment la préserver. Ok, maintenant on regarde l'oxygène dissoute. On mesure quoi en faisant cela? L'oxygène qui est dans l'eau. Bien, vous avez votre matériel? Crystal, où il tient? 9 degrés Celsius. Très froid. C'est parce que l'eau vient de plus haut dans l'estuaire. Elle est montée tout à l'heure avec la marée et elle redescend plus froide maintenant. Mon chéri, tu es là? Bienvenue chez nous. Excusez-moi, c'est un peu en désordre. Ça, c'est le drapeau portoricain. C'est ma nationalité. Je suis portoricain. J'y suis allé une fois et je sais que j'y retournerai tôt ou tard, mais je ne sais pas quand. Je vis des allocations et du RMI, mais je n'ai pas honte de le dire. Je veux qu'Andrew ait un vrai foyer. Je veux qu'il ait un salaire décent. Je ne veux pas qu'il vive assisté. Je ne veux pas qu'il vive des aides du gouvernement. Il faut qu'il ait un vrai salaire régulier, un travail. Et le seul moyen qu'il y arrive, c'est en terminant l'école. Il n'y a pas de doute là-dessus. Et vous savez, c'est triste de voir tous ces jeunes ici qui veulent réussir, mais qui ne savent pas comment et qui ne savent pas quoi faire. Je suis allé dessus, là. C'est une photo du Letty Howard, le bateau de l'école. C'est bizarre, mais j'ai toujours pensé que le capitaine et le gars à la barre se tenaient ici, devant. Et quand je suis monté à bord, j'ai réalisé qu'ils étaient installés là, derrière. J'ai eu du mal à comprendre comment ils faisaient pour voir où ils allaient, et pour même diriger le bateau. Vous ne le trouvez pas magnifique ? Quand il est rentré un soir en parlant de son expérience à bord de ce bateau, j'étais émerveillée par toutes les informations qu'il avait pu recueillir. Il était comme ça. Maman ceci, maman cela. Moi, je m'endormais en l'écoutant, mais je l'admirais. J'étais tellement heureuse. Je ne connaissais rien de tout ça avant. J'ignorais que l'eau était si importante, que nous avons besoin de tout cet univers. Je ne savais pas tout ça avant l'école. Ouais, tu apprécies vraiment tout ce qui est lié à la mer maintenant. J'ai apprécié. On a fait des trucs tellement cool. Le collège accueille près de 400 élèves. Pour tous, découvrir la mer et s'initier à la culture maritime a changé leur vie. Aujourd'hui, les mômes de Brooklyn sont fiers de fabriquer des bateaux. Ces jeunes qui n'aimaient que traîner dans les rues de leur quartier attendent avec envie d'aller ramer sur leur barque à la fin de l'année. Ici, on apprend à fabriquer un bateau. On commence par faire une forme en papier, à partir de laquelle on essaie de créer une carène parfaite. On va même jusqu'à le tester dans l'eau. On va coller ces lattes. L'étape suivante sera de fixer la quille. On va la coller en la vissant par-dessous.
Le succès du collège est d'avoir réussi à motiver ces adolescents de Brooklyn. Et cela demande une belle dose d'énergie. À commencer par ces transhumances continuelles vers le métro pour aller sur les lieux des travaux pratiques. Elles sont devenues une vraie rengaine. Venez plus près pour voir. Regardez, ce que j'ai dans mes mains, c'est votre chance de naviguer sur le Letiji Award. Est-ce que vous avez le droit de naviguer sur le Letiji? Non, vous n'en avez pas le droit. Mais vous pouvez saisir cette chance si vous faites preuve d'esprit d'initiative et d'enthousiasme. Vous savez ce que ces mots veulent dire. Alors, votre chance de monter à bord sera encore plus grande. Vous voulez augmenter vos chances de monter à bord? Qu'est-ce qu'on fait avant de hisser les voiles? Oui, on répète l'ordre. Et quand je dis lâchez la drisse, on ouvre les mains. Are you ready on the throat halyard? Ready on the throat halyard! 1, 2, with Miss Moore. 1, 2, 1, 2. Heat 2-6, 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 heat. Hold the line. Dig it in all. Ce bateau a plus de 120 ans et je ne connais pas encore toute son histoire. Ce n'est que la deuxième fois que nous montons à bord et on s'est déjà occupé de hisser les voiles et de les fermer. Take this opportunity to do a good job. Find a place, sit by yourself. Don't sit next to someone who's going to be distracting. On espère toujours que certains de nos élèves continueront dans la voie maritime. Mais nous n'essayons pas de les limiter à ce registre. Nous voulons simplement que cette expérience leur soit profitable, quelle que soit la voie qu'ils choisiront plus tard. Et qu'ils découvrent ici un sens de l'efficacité, de la rigueur et de l'implication qui leur servira dans la vie. Un relevé est une ligne qu'on distingue avec un compas. Et le point sera la position que l'on trouvera quand on aura tracé tous les relevés sur la carte. Voilà un compas de relèvement. Vous voyez ce morceau de plexiglas? En regardant dedans, vous verrez des chiffres et une ligne. Allez, relevez-moi l'alignement de cet immeuble derrière. Le toit est dans le 240. Bien, maintenant on trace sur la carte. On est là. Oui, c'est ça. Ok, je trace. Je les ai vus changer pendant toute cette année. À la rentrée, ils étaient très immatures. Mais de sortir régulièrement sur le terrain, de venir sur ce bateau, ça les a fait énormément grandir. Je pense qu'ils sont plus concentrés, ils ont un sens de la discipline et de la vie en communauté. Depuis que je travaille avec eux à l'école, je les ai vraiment vus changer. Ouais, moi je rêve des navigations de nuit que l'on doit faire dans la classe de l'année prochaine. Partir naviguer une semaine sans rentrer le soir, c'est cool. Le problème, c'est que mon père ne me laissera jamais partir. Il y a certainement des élèves qui deviendront des marins, des capitaines. Mais le plus important est que nous les voyons devenir de meilleures personnes.
Et ça, c'est le miracle de la mer. Je pense que la mer est la meilleure classe du monde. Rien n'est trafiqué, rien n'est simulé. Tout est réel, nous composons avec la mer et le vent. Et Mère Nature est le meilleur des professeurs. Lower away your halyards together! Let's make it a smart dropping! All the way your outhauls! Watch the angle together, watch the angle! Moi, je veux passer une nuit à bord. Je veux essayer ça. Labs, they're in the bin by the, see where Tabitha is? Right over there. You guys looking for... Yeah. Okay. I really enjoy myself a lot because, you know, I learn... J'adore être là. J'apprends des trucs nouveaux. Et je suis sur un bateau. C'est incroyable. C'est tellement cool. I like to work really, really hard. J'aime travailler dur. Je voudrais être avec un équipage. Un vrai. Et être le capitaine, mon propre capitaine. Je n'aurais jamais imaginé ça. Parce que j'ai peur de l'eau. Allez, rejoignez vos classes. Du verre, du plexiglas. J'aimerais que tout ça soit transparent, pour qu'on voit au travers. On se sentirait mieux si tout était transparent. Allez les jeunes, bon cours. Une des choses que j'apprécie dans cette école est de travailler avec des élèves comme vous, qui vivent dans un environnement urbain très restrictif et très confiné. N'est-ce pas ? Vous vivez dans la ville, mais finalement vous la connaissez mal. Avant d'être au collège, je savais même pas que New York était au bord de la mer. Je croyais qu'on vivait bien loin de l'eau. Ouais, la ville, comme ce qu'on voit dans les films. Des immeubles, des lumières, partout. Moi, c'est comme ça que je voyais New York. Avant, quand je me baladais dans la rue et que je voyais un arbre, je m'en foutais. Quand je voyais une rivière, bah quoi, c'était de l'eau. Maintenant, je me dis, regarde, dans le nord de Brooklyn, c'est pollué. Donc, j'essaye de garder les choses propres. Ouais, je me sens plus écolo. On leur demande d'être un peu plus sensibles, de savoir prendre du recul. Quand on demande à quelqu'un d'être un écologiste, d'avoir des activités de biologiste, d'étudier son environnement, et surtout de comprendre que tout est interconnecté, eh bien naturellement, la curiosité devient quelque chose d'évident, intégré à sa vie. Murray a préparé une surprise pour ses élèves. Rendez-vous sur le Peking, un vieux gréement ancien transporteur de guano à quai au musée maritime de New York. Les élèves arrivent pour une sorte de travaux pratiques un peu particuliers pour des enfants de Brooklyn élevés au hamburger. Où est le groupe 1 ? Groupe 1, vous allez vous occuper des huîtres du premier niveau. Oh no, it's falling out. Yeah, do that. Put the bucket right there so they go fall in the
go one by one, Wonky. Oh, it's cold. Where's group 3? And who's group 3? Me. C'est notre contribution à un effort collectif pour tenter de réintroduire les huîtres dans le port de New York, pour qu'elles redeviennent une partie de l'activité économique de la ville. Il y a beaucoup d'associations qui entretiennent des filets comme celui-là avec des huîtres. Et Murray a décidé que notre école devait en faire partie. He's sexy, right? 42. Je ne sais pas combien d'entre eux ont mangé des huîtres auparavant. Habituellement, il y en a un par classe. Et normalement, 99% acceptent d'en manger. On va bien voir aujourd'hui. Elle va lire le poème et moi je vais manger. Comment tuer une huître? Ne la plongez pas dans le vinaigre, ne l'assaisonnez pas non plus. Ne la recouvrez pas de poivre, mais gentiment, sortez-la de sa coquille. Retenez votre respiration et avec votre langue avide et vos dents, chatouillez-la jusqu'à la mort. Ta-da! Nous allons procéder à une tradition de notre école, vieille de 3 ans. C'est comme une initiation. Allez, tous ceux qui travaillent à l'école y sont passés. Voilà, ça te suffit? Un peu plus? All right, get set, go. How is it? It's good. C'est comment? C'est bon? 5, 4, 3, 2, 1. Hold on, Derek, keep it down. Come on. Swallow it. Derek, come on, you got it. You got it, Derek. There we go. Hey! Woo! Maria has chosen the smallest oyster to have ever been eaten. Come on. Maria turns so everybody can see this one. Woo! L'initiation laissera des traces dans les mémoires et de doux moments de rigolade dans les familles. Et le plus important est passé. Murray et ses collègues professeurs ont réussi à sortir ces adolescentes de Brooklyn de leur quartier. Leur montrer que la mer existe à New York. Certains de ces jeunes arriveront même à convaincre leurs proches de regarder différemment autour d'eux. Comme Jennifer, qui a entraîné sa mère à la plage, à Coney Island. À moins que vous ne preniez le ferry, vous êtes toujours dans le bus, dans le métro, dans les tunnels, dans les escalators. Vous n'êtes jamais près de l'eau, à moins de vivre dans un quartier comme celui-là. Moi, je prends la ligne D et je franchis bien la rivière avec le train, mais je ne tourne jamais la tête. On n'en profite pas. Et l'on oublie qu'on habite près de la mer. Et c'est tellement beau. Ça serait chouette de jouer au foot là, non? Notre tour du monde continue. Nous poursuivons notre découverte de la côte américaine, toujours en compagnie de Sophie, avec une idée pour le week-end. Vous allez voir qu'il est facile de s'échapper de New York, surtout à la belle saison. L'été à New York, il fait chaud, très chaud même. Alors dès qu'ils le peuvent, les New-Yorkais fuient la ville pour aller respirer l'air du large sur les plages de New Jersey, par exemple. Atlantic City est historiquement la première grande station balnéaire de toute la côte est des États-Unis. Aujourd'hui, c'est la ville du jeu et des casinos poussés au bord de l'eau. Nous sommes allés y faire un tour, histoire de voir à quoi ressemble une ville qui porte le nom de l'océan. Des lumières au loin, Atlantic City s'offre comme un mirage dans la nuit.
Dans la tête, on a la chanson de Springsteen. Elle raconte que tout meurt ici, mais tout peut renaître. Une rencontre, un homme qui passe et regarde les lumières comme une tentation. C'est un joueur qui a flambé sa vie, un joueur à qui les casinos au bord de l'océan sont interdits. Il tient à garder l'anonymat, alors on le filme dans le noir. De lui, on ne saura rien de plus. J'ai commencé à jouer quand j'avais 12 ans. Je faisais plus vieux que mon âge, plus vieux que les autres gamins. Alors dès que le premier casino a ouvert, j'y suis allé. Je connaissais toutes les entrées, tous les trucs pour passer. Ils me laissaient jouer. J'ai jamais réalisé vraiment que j'étais accro au jeu. Même si les gens me le disaient, me le répétaient. Même l'idée de perdre ma femme et mes enfants n'a pas suffi. Et même à ce moment-là, j'ai pas réalisé. Quand on tombe vraiment très vite. Atlantic City, c'est un long boardwalk au bord de l'océan. Une promenade en bois entre les casinos et la plage. Tout un monde sur scène. Notre second personnage vit, lui, dans la banlieue résidentielle de la ville, derrière les façades en trompe-l'œil. Il s'est créé à l'étage de sa maison un musée personnel, une chambre qui enferme le passé de la station balnéaire. Souvenir. Alan Pergament collectionne depuis son enfance les 1001 objets d'un siècle qui n'est plus. Lorsqu'Atlantic City était une destination chic, l'époque d'avant les casinos. C'est un exemplaire du Victorian Newspaper, la vie mondaine d'Atlantic City en 1923. Le boardwalk a été construit en 1870. C'est le premier des États-Unis. On venait alors de New York et de Philadelphie. Il était de bon ton de louer les services d'un pousseur pour rouler doucement dans de drôles de corbeilles en osier et respirer le grand air de l'océan. On vient ici pour s'amuser. Les théâtres, les cirques, tous les nouveaux spectacles sont joués et testés à Atlantic City. Quand j'étais petit garçon, j'allais sur le pier et dès que j'arrivais, j'allais voir ce qui était proposé et annoncé sur un grand tableau, le programme des spectacles de la journée. Ce que je ne voulais rater à aucun prix, c'était le spectacle du cheval plongeur et ensuite la pièce. J'organisais alors ma journée en fonction de ces deux spectacles. Tiny Klein, suspendu par ses dents à une corde à 1500 pieds au-dessus du sol, fait une audacieuse exhibition de gymnastique à Atlantic City. Ça, c'est le plongeoir pour le cheval. 23 mètres de hauteur. Je l'ai vu des centaines de fois. Ce sont des photos de différentes années. Je ne connais plus les dates. Ça, c'est une jolie photo couleur. Je me souviens du présentateur qui disait « Mesdames et messieurs, John, le cheval ne va pas plonger s'il n'a pas ses applaudissements d'abord. Voulez-vous applaudir John ?» Et alors, 5000 personnes se mettaient à applaudir. Et c'est seulement à ce moment-là que le cheval commençait l'ascension de la rampe. Le Diving Horse, l'attraction la plus populaire. Le plongeon d'une jeune cavalière en maillot de bain nommée Senora.
Ça, c'est Senora, avant qu'elle ne devienne aveugle, avec le cheval qu'elle montait, le jour où elle a perdu la vue en plongeant. Bien sûr, tous les garçons étaient amoureux d'elle, mais les filles aussi l'admiraient. Elles voulaient toutes lui ressembler, être comme elle. Elle a vraiment marqué toute une époque. Même ceux qui ne l'avaient jamais vue plonger, qui ne la connaissaient pas, voulaient la rencontrer. Sonora et les chevaux plongeurs sont partis depuis longtemps. Les spectacles se jouent maintenant dans les casinos. Ce sont de véritables petites villes, des complexes fermés avec hôtels et boutiques de luxe d'où on ne voit plus la mer. Il y a même un Taj Mahal en stuc qui abrite des chats sauvages. Les habitants clandestins du boardwalk, nourris par toute une faune de joueurs. Il y a du monde aujourd'hui. Je connais Maurice parce que chaque fois que je viens sur le boardwalk, il est là et c'est très bien d'avoir un ami à saluer chaque jour. C'est très intéressant d'être ici. C'est comme vivre dans un cirque. Chaque jour est différent. Je ne suis pas sûr que l'ouverture du premier casino ait été si dramatique que ça. C'était nouveau, un véritable événement, parce que c'était le premier. Et tout le monde se pressait pour le voir. Les gens venaient de partout pour cela. Pour construire les premiers casinos, en 1978, il a fallu démolir les hôtels du 19e. Le magnat immobilier Donald Trump a ensuite ouvert le bal avec l'inauguration du Taj Mahal. Il possède aujourd'hui 4 casinos à Atlantic City. Et puis il y en a eu un autre, et un autre qui s'est ouvert, et en quelques années, il y en a eu plus d'une dizaine. Et la ville a commencé vraiment à se transformer. Quand l'industrie du jeu a commencé, personne ne savait quelles en seraient les conséquences. À la fin des années 70, Atlantic City était une station balnéaire en déclin. Les casinos ont attiré les investisseurs, l'industrie du jeu fait aujourd'hui tourner la ville, c'est la première source d'emploi. Mon nom est Raymond Tyler. Je suis né et j'ai grandi ici. J'ai travaillé 8 ans en Tropicana. Mon boulot, c'était d'accueillir les joueurs qui arrivent en autobus. Car chaque casino organise le transport gratuit des joueurs depuis New York et Philadelphie et leur distribue un coupon pour jouer. Les passagers en arrivant me demandaient comment ils pouvaient repartir d'ici avec des dollars en poche. Alors quand j'accueillais les bus, je prenais le micro et je disais, si vous voulez quitter Atlantic City avec encore un peu d'argent en poche, prenez le coupon de $10 que je vous donne et gardez tout de suite la moitié. Jouez avec l'autre moitié et planquez l'argent dans votre chaussure. Et si vous gagnez, partez d'ici. À Atlantic City, il y a à peu près 1 millier d'étudiants comme moi qui viennent de l'Est. Il y en a qui viennent d'Ukraine, de Moldavie, de Roumanie, de Serbie, de Russie.
Tous les gens que vous voyez ici, ils viennent pour les casinos, pour le jeu. Alors je peux vous dire que c'est un bon spot pour les étudiants pour travailler, parce qu'il y a beaucoup de touristes. Mais c'est pas un bon endroit pour nous amuser. Et je vous assure que pour apprendre quelque chose sur la culture américaine, c'est vraiment pas l'endroit idéal. Un tour de panier coûte dans les 15 €. Les pousseurs de l'Est travaillent pour le compte des casinos eux aussi qui possèdent tous les paniers à roulettes et les louent la journée. Salut, comment ça va? Il s'appelle Gary, on l'a rencontré à la sortie d'un casino. Ouais, j'ai quelques cartes des maisons de jeu. Ça, c'est celle d'un hôtel où on peut jouer, le Showboat, le Sands, le Taj Mahal. C'est comme des cartes de crédit. On vous enregistre dans chaque hôtel, dans chaque casino, chaque fois que vous jouez. On cumule des points. Mais en ce moment, je n'ai plus de crédit sur ces cartes. Je ne peux jouer qu'aux machines avec des pièces parce que j'ai eu un problème avec ma banque. Et puis un autre, et puis maintenant je suis interdit bancaire. Pour 1 an, ça va être dur, donc je vais être un bon garçon pendant 1 an pour rembourser mes dettes. Mais vous n'êtes pas riche. Non, je suis vraiment pauvre. Mais je suis riche spirituellement. Gary a échoué un jour à Atlantic City. Il n'est jamais reparti. Dans ces boutiques, ouvertes jour et nuit comme les casinos, les joueurs viennent laisser leur bague de fiançailles, leurs médailles, pour quelques dollars. Des bijoux souvenirs de toute une vie. Il y a trop de joueurs. Ils se foutent du prix que je leur fixe. $2, $200, ce qu'ils veulent, c'est de l'argent tout de suite. De l'argent pour aller jouer. C'est triste. Tout est d'occasion. Ils veulent juste des pièces, et puis après ils repartent jouer. Ils courent aux machines à sous. Spécialement ici, on est juste à 2 minutes du Claridge. Ils retournent aux machines pour essayer de se refaire. Ils perdent de nouveau, et ils s'en vont. Derrière les casinos, Atlantic City perd de suite sa splendeur. Ce sont les plus pauvres qui vivent dans les quartiers du centre-ville comme la communauté noire. Et même si les casinos, les hôtels et les restaurants ont créé des milliers d'emplois, 1/4 de la population survit en dessous du seuil de pauvreté. Atlantic City, c'est pas seulement les projecteurs, ça tourne, Hollywood, et le jeu. Ici, c'est l'endroit où on est tous pareils. Les politiciens, les rappeurs viennent ici, même les gens qui travaillent pour la ville. On est tous blacks et on prend du bon temps. Avant, les gens venaient pour la plage, mais tout s'est écroulé. Les hôtels fermaient, Atlantic City était une ville moribonde. L'État a dû faire quelque chose et avec l'autorisation d'ouvrir les casinos, le premier a été créé en 1978 et tout a commencé à changer. Les gens sont retournés bosser et la communauté noire a commencé à se sentir mieux et à mieux vivre parce qu'il y a plus d'argent. Alors pour moi, Atlantic City, c'est ça, un endroit pour travailler. C'est ce que j'appelle ma maison. Tout meurt et tout peut renaître sur le boardwalk au bord de l'océan. C'est Atlantic City, c'est la chanson, l'histoire d'une ville.
retour à bord du Latour qui va quitter New York pour faire route au sud vers la Virginie et la Géorgie. À Savannah, ce sera la relève d'une partie de l'équipage. Et ne l'oubliez pas, vous faites le tour du monde à bord d'un navire de travail. Après 10 heures d'escale à peine, le Latour doit déjà repartir. Dans un décor de cinéma, les lumières des gratte-ciel de New York nous accompagnent. Prochaine escale, Norfolk. Au matin, le Latour longe la côte est des États-Unis en descendant vers le sud. Après le shopping dans les magasins de Brooklyn, Joel a dû revenir à sa routine. Je m'appelle Joel Hilla. Je viens des Philippines, de Mindanao aux Philippines. Je travaille comme second cuisinier à bord. Sur des millions de personnes aux Philippines, très peu seulement deviennent marins. C'est très difficile de postuler, d'avoir les papiers nécessaires. Ça demande beaucoup d'argent pour obtenir un passeport ou pour se présenter aux agences de recrutement. C'est très dur. Alors quand vous y arrivez, les gens sont très fiers de vous. Vous voulez faire ce travail toute votre vie ? Non. Je ne veux pas passer toute ma vie à bord. Nous tous, en tant que marins, nous avons des projets, d'autres projets. Avec l'argent que nous gagnons, on se construit des petits business aux Philippines. Ça nous donne des revenus supplémentaires pour pouvoir arrêter un jour. Mais le temps n'est pas venu pour moi. J'ai une grande famille à soutenir. Après 24 heures de navigation, Norfolk est en vue. Mais ce port de commerce est aussi la plus grande base navale militaire des États-Unis. Interdiction donc de filmer. Le Latour embarquera au passage des cigarettes, du bois de charpente et des bobines d'acier. Durée de l'escale, 4 heures. Pour visiter, il faudra repasser. Je crois qu'on a perdu l'essentiel de ce qui faisait, je dirais, la beauté d'être un marin. Il n'y a plus beaucoup de respect pour ce boulot. On embauche les marins au moindre coût, sans qualification. Ce métier n'est plus considéré comme une profession à part entière, mais juste comme un moyen de gagner de l'argent. Pourtant, je crois fermement que c'est un métier qui mérite le respect, comme c'était le cas dans le temps. Parce que les premiers marins à avoir navigué sur des bateaux ont été aussi les premiers à découvrir le monde, pas vrai? C'était eux les braves. Après une nuit à l'ancre pour attendre la marée, le Latour a rejoint Savannah, en Géorgie. Savannah, ancien port esclavagiste cotonnier. Le Latour va charger ici du poulet congelé, du carton et du coton justement. Il déchargera des meubles, des équipements vidéo et des jouets fabriqués en Chine.
C'est aussi à Savannah que va avoir lieu la relève d'une partie de l'équipage. Le commandant Svast est arrivé au terme des 4 mois de son contrat. Il va laisser sa place à un autre officier, venu cette fois de Roumanie. Bonjour, c'est sympa de vous revoir. Pavel Troader a déjà commandé le Latour à plusieurs reprises dans le passé. Hé Pavel, bienvenue à bord. On a eu une météo incertaine, avec la présence d'un ouragan dans l'Atlantique qui se baladait entre l'Islande et le Finistère. Ça nous a un peu coincés. Il a bien fallu qu'on passe. Hein. Oui, j'ai suivi ça. Où est-ce que vous allez? À la maison. Content? On est toujours content quand on rentre à la maison. Ben alors, vous n'êtes plus commandant? Eh non, c'est fini. Je redeviens monsieur tout le monde. Tu devais pas rentrer à la maison, Tonchi? Eh oui, mais on m'a demandé de faire un mois de plus. Ça va, c'est pas grave. Après 4 mois en mer, ceux-là ont mérité de rentrer chez eux. 2 mois de vacances les attendent. Et puis, il leur faudra rejoindre un autre navire. C'est ainsi que marins et officiers embarquent et débarquent dans tous les ports du monde. On dit souvent le monde change, le monde bouge. Vous allez voir que la mondialisation bouleverse les habitudes de vie, même aux États-Unis. Exemple, à Savannah, terre du Sud, pays du coton, très attaché à ses traditions, à son histoire. Et pourtant, regardez bien. Il y a des jours comme ça où l'Amérique cultive l'art du road movie. Les grands espaces, ça se conquiert à tour de roue. Alors cette histoire de coton va débuter dans le café d'une station-service. Lui, c'est Jeff. Et le café, c'est pour ainsi dire le bureau de Jeff. Il y fixe ses rendez-vous à la croisée des chemins. Jeff est négociant en coton. Voilà mon territoire. Je circule entre la ville d'Augusta et la frontière de Floride. La plupart du temps, je suis dans le sud-est de la Géorgie où les champs de coton sont les plus nombreux. À la haute saison, je fais environ 20 000 km par mois. Je passe plus de 60% de mon temps sur les routes de Géorgie et de Caroline du Sud pour rencontrer les planteurs et essayer de les aider à vendre leurs récoltes. Je travaille avec 600 producteurs. Bon an, mal an, oui, 600 producteurs. Je connais chacun d'entre eux, personnellement. Je vous emmène voir un fermier pour qu'il vous donne sa vision des choses et pour qu'il vous explique ce que le coton représente pour lui. La récolte de cette plantation, c'est Jeff qui va la vendre à l'exportation pour 300 000 $. Dans le bureau de Gary Bell, le producteur, le coton trône sur les murs comme un membre de la famille. Le coton fait partie de notre héritage depuis très longtemps.
Et vous voudriez que ça continue? Oui, ça procure un sentiment spécial de faire pousser du coton. C'est très différent du maïs et des autres plantes. D'une certaine façon, on se sent fier quand on ramasse le coton. Et on voudrait bien que ça continue dans les années à venir. La récolte du coton commence en été et dure jusqu'en janvier. La plupart du travail est fait par des nègres, hommes et femmes qui chantent, rient et plaisantent dans les champs. Un bon ramasseur peut récolter 150 livres de coton par jour. Le coton est indissociable de la culture sudiste. Il est là au détour des grands chapitres de l'histoire américaine. L'esclavage, les riches plantations, la guerre de sécession puis la crise de 29. En filigrane, le coton joue les vedettes américaines, dans la richesse comme dans la pauvreté. Aux États-Unis, aucune autre production n'a autant d'impact économique sur le destin des hommes. Dans le Sud, 5,5 millions de Blancs et 3 millions de Nègres sont victimes du problème de cette monoculture. Ultime aléa du coton, le bras de fer qui oppose le lobby des cotonniers américains aux autres membres de l'OMC. Subventions à l'Ouest, main-d'œuvre trop bon marché en Asie, les critiques fusent dans les deux camps. Le coton américain, on l'exporte partout à travers la planète, mais la mondialisation a changé toutes les règles du jeu. Jeff et Gary sont bien placés pour le savoir. De mes chaussures, en passant par ma chemise, jusqu'à mon mouchoir, tout est fabriqué en Chine. Ma ceinture aussi, probablement. Ma montre vient de Chine. Ma casquette vient de Chine. Rien de ce que je porte sur moi n'est fabriqué aux États-Unis. Je crois que mes bottes sont américaines. Fais voir ta chemise, fabriquée au Bangladesh. Mon jean, c'est un Levi's. Je crois que c'est fabriqué au Texas, ça. Je crois, mais j'en suis pas sûr à 100%. Et ma calculette, made in China. En fait, ce mec est chinois. Ceux qui sont heurtés de plein fouet, ce sont les Américains moyens, qui vivent en ville et qui travaillent dans une usine de coton ou une fabrique de vêtements. Leurs familles s'habillent dans les grandes surfaces parce que les prix sont moins chers. Mais ils ne se rendent pas compte qu'en faisant ça, ils se mettent eux-mêmes au chômage, parce qu'ils achètent des vêtements qui sont fabriqués à l'étranger par les propres concurrents de leurs employeurs. Donc c'est de l'argent qui s'en va et qui ne revient pas au pays. Et c'est tout le problème. Cette crise du coton américain, elle n'est pas flagrante lorsqu'on visite les entrepôts. À elle seule, la compagnie de Jeff gère 4 millions de balles de coton chaque année, soit un chiffre d'affaires d'1 milliard de dollars. L'or blanc doit désormais son nom à l'exportation. La plupart de notre marchandise part en Turquie et au Pakistan. La Chine achète aussi beaucoup de coton, bien sûr. Une fois que le producteur a emmené son coton à l'entrepôt, qu'il est payé et que les balles sont chargées dans les camions, alors là, ce n'est plus mon problème. Au revoir et bon vent. Alors au revoir, Jeff? Ouais, c'est ça, au revoir, Jeff. Et ne m'appelez pas si vous tombez en panne. Des camions clinquants, une autoroute presque trop balisée, va pour la suite. On the road again jusqu'au port de Savannah. Rien que pour le coton, 3000 poids lourds circulent sur les quais chaque année. La récolte de Gary, elle est là quelque part, dans l'un de ces containers, enfournés à bout de grue. Et là encore, à en croire Curtis Foltz, responsable du port, le coton n'est pas tout à fait une marchandise comme les autres.
Le coton a même eu un impact pendant la guerre civile, lorsque le général Sherman a voulu envahir Savannah. On lui a offert du coton pour sauver la ville parce qu'il voulait la brûler. Et ça continue encore aujourd'hui. Maintenant, un demi-million de tonnes de coton transitent par le port chaque année. Ça représente plus de 500 millions de dollars de marchandises qui partent à l'exportation. Au bout du bitume, la mer prend le relais. La saga du coton américain va se poursuivre en bateau jusque de l'autre côté de l'océan. Mais là, c'est une autre histoire qui commence. Quatre semaines plus tard, le sud-est de la Turquie. Terme du voyage pour 25 containers de coton exportés par Jeff et livrés dans la ville de Gaziantep, à 250 km des bords de la Méditerranée. Gaziantep, 1 million d'habitants, est l'un des grands pôles industriels de Turquie. Mais ce qui fait la réputation de la ville et assure la plupart des emplois, ce sont tous les métiers du textile 100% coton. D'ailleurs, la brume signale que les entreprises tout autour tournent à plein régime. De la chimie, bien sûr, mais aussi des centaines de petits ateliers de confection. Toutes les balles de coton américains sont destinées à un seul client, la filature de la famille Temür. Depuis 2001, le jeune commercial et le directeur de production ne jurent plus que par ce coton venu d'outre-Atlantique. Chaque année, 8 000 à 9 000 tonnes commandées, contrôlées minutieusement. On vérifie que ce qu'on reçoit correspond à ce qu'on a payé en qualité. Parfois, il peut y avoir une différence. Le test en laboratoire permet de vérifier. Si ça ne convient pas, on renvoie les balles aux États-Unis et ils nous expédient un nouveau container. Le prix, on peut dire qu'il est quasiment le même que celui du coton turc. Mais surtout, le coton américain est propre, vraiment propre. Il le nettoie très bien. Le coton turc est un peu sale. Mais bon, il a aussi ses qualités. La Turquie compte en effet parmi les 10 plus grands producteurs de coton au monde. À 60 km à peine de Gaziantep, commencent les terres agricoles du grand sud-est du pays. Les méthodes de travail ne changent pas. Ce sont toujours les femmes qui labourent les champs rocailleux, elles aussi qui, dans quelques mois, récolteront à la main le coton. Le pays n'est pas prêt pour autant à se laisser envahir par le coton américain. Plus à l'est, un gigantesque programme de barrages et d'irrigation est en cours et vise à doubler la production agricole. En attendant, l'importation est indispensable pour satisfaire la demande de l'industrie textile. Dans la filature de la famille Temür, chaque année sortent 8300 tonnes de fil, 100% coton américain. Les machines, elles, ultra modernes et bruyantes, sont de marque allemande. Seule la main-d'œuvre est turque. Mais cette seule étape de production est rentable en Turquie.
Une fois passés les tests de qualité, les bobines de fil fournissent en partie les autres ateliers de Gaziantep. Le reste est vendu à l'étranger. Les salaires sont moins élevés que dans bien des pays. C'est la raison pour laquelle on peut importer le coton brut des États-Unis et le transformer en fil en Turquie. Des bobines de fil se décline toute une gamme de textiles. Des kilomètres de mailles, des kilomètres de tissus. Les ateliers de confection de Gaziantep travaillent exclusivement pour l'export, tous pour de grandes marques étrangères. Face à la concurrence de la Chine, la Turquie est réputée pour le soin et la qualité apportée à son travail. À quelques centaines de mètres de la filature Témur, l'atelier de couture de la famille Usé, spécialisée dans les serviettes éponges. 200 personnes travaillent ici. Les hommes à la couture, les femmes à la découpe et aux finitions. Ida, la jeune contremaître, surveille la qualité en permanence. Il y a des mailles qui ont sauté dans le tissage. Quelques mailles, mais pas toutes. Pas toutes, mais il faut bien vérifier. Tu finis et tu vérifies serviette par serviette. J'ai étudié la confection à l'université, les différents domaines du textile, et après avoir obtenu mon diplôme, j'ai trouvé ce travail ici. Dans ce métier, j'aime tout. Le textile, c'est très complet. Du début de la confection, finition. Vous produisez combien de serviettes par jour? 15 à 20 000 serviettes par jour. Toutes les serviettes se destinent à l'export. Sherkan Uzer, directeur et neveu de la famille, convoite surtout le marché américain. Ces serviettes seront d'ailleurs vendues sous une marque américaine. Mais ce qui surprend, c'est le 100% coton turc vanté sur l'étiquette. Les serviettes turques sont très demandées sur le marché américain. Si en plus on écrit qu'elles sont fabriquées avec du coton turc, ça favorise les ventes. Vous connaissez l'origine de votre coton? Vous savez si c'est du coton turc? On ne peut pas le savoir en touchant. Et en l'analysant? C'est difficile. Une fois en bobine, c'est difficile de connaître l'origine. Ce qu'on peut savoir, par contre, c'est une fois la serviette fabriquée, si c'est du coton de qualité ou pas. Au toucher, on n'aura pas la même douceur. Ce que les Américains apprécient tant, c'est peut-être tout simplement leur propre coton, qui leur revient en serviette éponge, made in Turkey. Finalement, cette histoire de coton américain n'est qu'un long voyage aller-retour à travers l'Atlantique. Un autre visage de la Turquie. Retour à Savannah, qui reste le port d'exportation du coton américain. Un port du sud qui marche bien, et pourtant, il me semble que le nom de cette ville est célèbre pour une toute autre raison. 98% des bateaux du monde peuvent passer sous ce pont. Le transport maritime est notre première ressource. La deuxième est le tourisme. En fait, le tourisme a augmenté de 63% grâce au célèbre livre qui a été écrit sur Savannah, Minuit dans le jardin du bien et du mal. Mesdames et messieurs, je vous présente Savannah.
C'est une ville qui oscille entre bleu et vert. Le grand port cotonnier de Géorgie ne parvient pas à dompter sa nature sauvage. Dès qu'on s'écarte de l'eau, Savannah se donne des airs de forêt vierge. Alors bon, elle fait avec. 3 siècles maintenant que les maisons coloniales luttent contre le fouillis végétal. C'est toujours pareil le matin dans le bureau des visiteurs de Savannah. Des files d'attente interminables. Vous ne serez peut-être pas ensemble dans le même autobus. Merci de votre compréhension. Ça fait 12 ans que la ville sudiste a secoué son flegme et sa langueur naturelle. 12 ans qu'elle ouvre grand les bras aux curieux du monde entier. Et le directeur de l'office de tourisme n'en revient toujours pas de son succès. Le tourisme rapportait quelques millions de dollars par an. Maintenant, il rapporte 1,5 milliard. Depuis la parution de ce fameux livre, 7 millions de visiteurs sont venus des 4 coins du monde. Et avec la hausse du tourisme et la réputation de notre port, il y a de plus en plus de bateaux qui font escale chez nous. Le voilà, ce best-seller aux États-Unis depuis 1994. Minuit dans le jardin du bien et du mal, c'est l'histoire d'un crime dans une vieille maison du quartier huppé de Savannah. Un fait divers réel dont l'auteur s'est inspiré pour écrire une chronique de la ville. John Berendt était journaliste à New York. Il a vécu 8 ans à Savannah pour écrire son livre, repris au cinéma par Clint Eastwood. Je me souviens des boutiques à Savannah. Elles affichaient « Ici, le livre est en vente ». Je me suis dit « Le livre, on est dans le sud, ça doit vouloir dire la Bible ». Non, c'était Minuit dans le jardin, dont nous faisions un film, le livre. C'est comme ça qu'ils l'appellent là-bas. Welcome to Savannah. You walking the dog, Mr. Glover? Yes, sir. Oh, my land, where are my manners? What can I get you to drink? We're drinking my... How lovely to see you out of bed. Jim, I'd get out of bed for you anytime. Make it one for my baby. If you have to leave a party, I may be leaving tomorrow. You're leaving tonight. La ville, trop longtemps assoupie, s'est réveillée brutalement le 2 mai 1981, lorsque des coups de feu retentirent derrière ses murs de briques. Les touristes viennent désormais visiter la maison du crime, reconvertie en musée. À sa façon, Savannah leur fait payer le prix du sang qui assure sa prospérité. Voici le meurtrier le plus célèbre d'Amérique depuis la parution du best-seller. Jim Williams était antiquaire, riche, homosexuel, mécène et extravagant. Menacé par son amant, il a tiré 3 fois sur lui. Était-ce un crime ou de la légitime défense ? Danny était ivre. Il a fait éruption et fracassé une horloge sans prix. Jim était derrière son bureau à $25 000. Danny y a écrasé sa cigarette et l'a menacé d'une arme en disant « Je pars demain, mais toi tu pars cette nuit ». Jim dit avoir tué pour se défendre. Martha organise des circuits sur le thème de Minuit dans le jardin du bien et du mal. Elle a suivi de près l'histoire de Jim Williams. Jim, devenu un héros de la littérature, est finalement acquitté au bout de 4 procès, un record aux États-Unis. J'ai tiré 1, 2, 3 fois. Dans le best-seller, une sorcière vaudou et un travesti prennent la défense de Jim Williams. Une galerie de portraits qui a fasciné l'Amérique en mal de transgression.
Clint Eastwood ne s'y est pas trompé. Lady Chablis, la drag queen de Savannah, joue son propre rôle dans le film. Je suis équipée comme un homme. Mais à part cela, je suis une lady à 100%. Tout ça m'amuse beaucoup. C'est très différent de mes films précédents. C'est différent de tout ce que j'ai vu et qui a été fait. Alors c'est sympa. Et j'adore tous ces personnages. Retour au cœur de la vieille ville, annexé par les membres de la bonne société de Savannah. Parmi eux, John Duncan, historien, et sa femme Ginger. La maison du crime est là, juste de l'autre côté de leur square. Alors forcément, les Duncan ont leur propre vision de Jim Williams. Et ça les amuse plutôt, ce voisinage tristement célèbre. Il ressemblait à la citation de Shakespeare, suave comme une fleur, redoutable comme un serpent. Vous savez, Savannah est très tolérante. C'est un port maritime qui a l'habitude d'accueillir plein de gens différents. Un vrai brassage ethnique, culturel et économique. Ici, on est très large d'esprit. Elle s'avère payante, cette indulgence systématique. Grâce au crime, le professeur Duncan a vendu 11 000 copies du livre dans sa modeste boutique. Il faut dire que l'historien sait se faire battleur devant un public conquis d'avance. Bien sûr, vous connaissez tous Minuit dans le jardin du bien et du mal. Les pires ragots sur les gens les plus chics de la ville. Tout ce qui fait que le monde tourne rond, l'argent, le pouvoir, le sexe, la perversion, 4 procès pour un meurtre, encore plus de sexe, de perversion et des rites vaudous. Je suis un flic, alors tout ça je connais bien. Venir ici et visiter les lieux, je trouve ça génial. Je n'ai pas lu le livre, on a vu le film. Maintenant, j'ai envie de le lire, le livre. Traditionnellement, Savannah vivait de sa fabrique de papier et des usines chimiques le long de l'eau. Ça polluait notre air et ça nous tuait 5 ans avant la moyenne nationale. Mais le tourisme est une industrie propre. La seule chose que les visiteurs laissent derrière eux, c'est leur argent. Alors on adore les touristes. Ici, il y a un vieux proverbe qui dit « C'est plus facile de récolter le fric d'un Yankee ou d'un étranger que de récolter un champ de coton ». Les Duncan aussi ont accepté de jouer dans le film. Cette envie de partager leur ville et leurs traditions, ils en donnent la preuve à chaque fois que des clients frappent à leur porte. Nous aimons l'alcool. Quand vous allez à Atlanta, les gens vous demandent « Qu'est-ce que vous faites dans la vie ?» À Charleston, on vous dit « Quel est le nom de famille de votre mère ?» Mais à Savannah, on demande « Qu'est-ce que vous voulez boire ?» Et maintenant, que des bonnes choses. Du brandy. Voilà du gin. Et du bourbon. Il est 10 heures du matin, l'heure de se souvenir que Savannah est aussi la ville avec le taux d'alcoolémie par habitant le plus élevé d'Amérique. De la bénédictine, du vin blanc et pour finir, du champagne. Et qui sera ma première victime ? L'alcool délie les langues. C'est peut-être ça, finalement, qui explique qu'autant d'histoires circulent dans la ville. À Savannah, on adore les ragots. La ville est célèbre pour ses squares. Et à mon avis, un square, c'est un petit monde en soi. Savannah est tournée sur elle-même. On est beaucoup plus intéressé par ce qui se passe dans nos squares que par les événements dans le reste du monde. Nous sommes très provinciaux.
y en a 21 des squares dans le quartier historique de Savannah. À chacun ses habitués et sa personnalité. Il y a ceux où l'on joue de tout. Et puis les squares que l'on choisit pour se dire oui. Tous ont servi de toile de fond au livre de John Berendt. John Berendt, désormais bien loin de la douceur de vivre sudiste. New York et Savannah ont quelques points communs. Savannah se comporte comme si elle était une île. Elle est encerclée par les marais, la rivière et l'océan. Il y a une barrière naturelle qui la met à l'écart du monde, comme une île. Cette maison de 4 étages, au centre de Manhattan, John Berendt se l'est offerte avec les droits d'auteur de son livre. À ce jour, sa prouesse est inégalée. 4 millions d'exemplaires vendus aux États-Unis, sans compter les traductions en 26 langues étrangères. En 1996, quand mon livre a été numéro 1 des ventes pendant 2 ans, Savannah a décidé de créer le jour John Berendt. Je suis citoyen d'honneur, on m'a offert les clés de la ville devant les télés. C'était sympa. Ensuite, mon livre est resté 2 ans de plus en tête de liste. Les gens excentriques sont ceux dont les autres parlent. Les excentriques savent qu'ils sont appréciés à Savannah parce qu'ils fournissent un sujet de conversation aux habitants. Alors ils exagèrent exprès leur fantaisie. On encourage les originaux à Savannah, alors que partout ailleurs aux États-Unis, on les regarderait de travers ou on les critiquerait. Exemple parmi tant d'autres, page 197, une anecdote au hasard. Harry s'amusait à survoler les maisons de ses amis en avion et à bombarder leurs cheminées avec des sacs de farine. Il invitait des gens à déjeuner et il leur disait « Soyez là à midi ». À moins le quart, il emportait de l'alcool et son fusil et il grimpait à un arbre. À midi pile, il tirait dans le radiateur des voitures des retardataires pour leur faire savoir qu'ils n'étaient pas à l'heure. Finalement, on se demande à qui ne profite pas le crime. Rendez-vous est pris avec Corabet, l'incontournable agent immobilier de Savannah. Toutes les plus belles maisons à vendre affichent sa couleur, du gros rouge qui fait tache noyé dans la verdure. Mon nom est cité dans le livre, juste une fois. Et j'ai vu des gens débarquer dans l'agence que je venais de monter. À l'époque, j'avais grand besoin de publicité. Et ils me demandaient, on peut avoir votre autographe? Je me disais, mon Dieu, ils savent même à quelle page mon nom apparaît. Ça en dit long. Regardez le centre-ville. Maintenant, il y a de l'activité. Les magasins sont ouverts le soir et ça évolue constamment. Cet immeuble commercial-là vient d'être vendu et il n'y a déjà plus de place. Depuis que Savannah a la cote, le prix de l'immobilier a triplé. Justement, l'ancienne maison de Jim Williams est à vendre. 10 millions de dollars, une affaire, on vous dit. Et ça n'est pas la seule autour du square. Cette propriété à vendre est à quelques mètres de la maison du crime. Et l'impact du livre est tel que ça donne beaucoup de valeur aux maisons du voisinage comme celle-ci. Et pour la vendre, Corabet emploie les grands moyens. À croire que le virus du cinéma s'est propagé à tous les habitants.
Cora Betts, c'est l'une des plus belles maisons de Savannah. C'est l'une des plus belles, absolument. Et c'est une chance pour Christie's de gérer la vente. Hey y'all, how are you? Sherry Roach, Ben Roach, please come meet Rick Mosley. Visite guidée et scénarisée avec les propriétaires sous l'objectif d'une caméra. Le film sera diffusé sur le site internet de l'agence. Elle est à vendre 4 millions de dollars. Et nos clients potentiels viennent du monde entier. Savannah est devenue célèbre et elle s'est adaptée à la mondialisation. Bien sûr, toutes les histoires édifiantes ont besoin d'un perdant. Pour rencontrer celui de Savannah, direction le cimetière. Le voilà, ce jardin du bien et du mal qui a donné son nom au livre, Le vrai royaume des sortilèges vaudous. 30 minutes avant minuit, c'est pour faire le bien. 30 minutes après minuit, c'est pour faire le mal. Okay, folks, it is now 20 minutes until midnight. To understand the living, you gotta commune with the dead. Danny Hansford est mort à 20 ans. Il aimait les belles voitures et la grande vie. Jim Williams l'a tué et Savannah s'est empressée de l'oublier. Les marchands du temple ont leur business à faire tourner. Ne reste que les curieux pour aller le saluer. Okay, Danny, tu as des visiteurs du monde entier aujourd'hui. Joyeuse fête, jeune homme. Voilà, point final de la saga de Savannah. Martha reviendra demain avec ses touristes, mais d'ici là, le silence a toute la nuit pour régner sans partage sur le jardin du bien et du mal. Il est temps de quitter Savannah pour aller plus au sud, vers l'Amérique centrale. Les nouveaux membres de l'équipage vont faire connaissance en pleine mer. Le Latour quitte Savannah. Pavel a pris les commandes du navire. À bord, il y a aussi un nouveau second, Igor, un Croate. Les deux hommes ne se connaissent pas et devront apprendre à travailler ensemble. 139. 139. 140. Aujourd'hui, c'est une très belle journée. La navigation est facile et belle. Mais la nuit, par temps de pluie ou de brouillard, ça peut être très mauvais. Pour l'instant, le Latour navigue encore sur la rivière Savannah, frontière naturelle entre la Géorgie et la Caroline du Sud. Et pour cette navigation délicate, là encore, les services d'un pilote sont indispensables. Bishop. Slow ahead. Bishop. Enfin, le Latour retrouve son élément naturel, l'océan. Prochaine escale, Manzanillo, Panama. Mais pour l'instant, il faut d'abord rejoindre la mer des Caraïbes, longer les Bahamas à tribord. Le commandant Pavel va prendre le temps d'inspecter l'état de son navire. C'est aussi une façon de faire connaissance avec son équipage et d'affirmer son autorité.
Vous avez entendu l'ancre se balancer pendant le mauvais temps? Elle a bougé? Oui, je l'ai entendu. Alors je l'ai bloqué comme ça. N'oubliez pas votre casque quand vous êtes sur le pont. Je fais juste une inspection. Il n'y a personne avec vous? C'est l'une des choses les plus délicates dans l'art de commander. Rester à distance de l'équipage et en même temps être proche d'eux. Un commandant se sent seul parfois? Oui, on peut dire ça. Mais j'ai l'habitude maintenant. Parfois, on se fait des amis à bord avec qui on peut être plus ouvert. Évidemment, c'est plutôt du côté des officiers. Mais habituellement, vous êtes seul. Vous ne pouvez pas vous permettre de mettre votre vie sur la table comme ça. Il faut garder une certaine distance et les meilleurs rapports avec tout le monde. Le commandant est aussi responsable de sa cargaison. Parmi les conteneurs du Latour, certains sont surveillés avec attention. Ce sont les reefers, les conteneurs frigorifiques. Celui qui les vérifie chaque jour, c'est Josip, le chef électricien. Bien sûr, s'il y a des homards à 20 $ le kilo, et si vous en avez 40 tonnes, ça fait beaucoup d'argent. Près d'un demi-million de dollars. C'est pour ça qu'on doit veiller à les livrer à la bonne température, sinon... On est de plus en plus sous pression. Si quelque chose ne marche pas, on va vous bousculer pour finir le boulot. Peu importe s'il est 5 heures, 6 heures ou minuit, c'est une priorité. Si on a le temps, alors on peut s'arrêter pour boire un coup. Tu regardes la mer parfois? Ouais, parfois. Parfois, je la regarde, je rêve. Ça doit être bon de se retrouver sur une plage. Alors maintenant, on approche de la plus grande des îles Caraïbes, Cuba. Cuba a été mon premier port en tant que commandant. J'y étais resté 3 semaines, en escale. On chargeait du sucre. Je garde quelques bons souvenirs de cette période. J'avais 28 ans. C'était spécial. Le temps des longues escales, spéciales et aventureuses, est révolu. La vie de marin a changé. Tous le disent, tous le regrettent. On passe désormais son temps à bord du bateau. Le métier ne fait plus rêver ses hommes, mais de là à aller travailler dans un bureau. La plupart d'entre nous qui avons déjà passé pas mal d'années en mer, nous avons essayé au moins une fois de faire autre chose, un autre métier. Mais à la fin, on revient toujours à la mer. Après 5 jours de navigation depuis New York, c'est une toute autre atmosphère qui nous attend à l'escale de Manzanillo. Nous sommes au Panama, côté Caraïbes, l'air est chargé d'humidité. Ciel plombé, cœur lourd. C'est au tour de Josip de débarquer. Il rentre chez lui, à Split, en Croatie. Je suis toujours très triste quand un membre de l'équipage de bonne qualité s'en va. Vous savez, ici, on est un peu comme une famille. On partage tout. Les moments tristes, les moments heureux, le stress du travail. Mais moi, j'aime bien ce gars.
See you, gentlemen. Enjoy yourself. Bye. There is one thing you must know. There is no Il y a une chose que vous devez savoir. Il n'y a pas un marin, qui peut dire qu'il n'a jamais pleuré. Moi, ça m'est souvent arrivé. Quand vous avez 2 enfants, que l'un a 9 mois, enfin 1 an, que le second vient de naître, eh bien, vous devez être très fort quand, avec vos bagages à la main, vous devez quitter la maison. Vous ne pouvez pas montrer à votre compagnie, à votre famille, que vous êtes faible. Mais une fois que vous avez refermé derrière vous la porte d'entrée, alors vous commencez à pleurer. Chaque fois. C'est vrai. Maintenant, j'ai un petit-fils. Il a 4 ans. J'aime bien m'amuser avec lui. Mais c'est encore la même histoire. Je dois repartir sur le bateau. Quand arrêteras-tu cette vie? Quand? Dans mon pays, on dit « les 100 premières années sont difficiles. Après, pas de problème. » Les 100 premières années sont vraiment les plus dures. Le pilote est à bord. Vitesse réduite. Manzanillo est la base arrière du canal de Panama. Le port est une zone de transit entre Atlantique et Pacifique pour les marchandises fabriquées et consommées dans le monde entier. C'est un port qui bouge, Manzanillo. Il y a beaucoup de trafic de conteneurs. Les bateaux viennent d'Asie, de France, des Caraïbes, d'Amérique du Sud, du Pacifique. Manzanillo est un port très apprécié. D'ici 5 ans, ce sera aussi grand qu'à Singapour. Stoppez les machines. Manzanillo est aussi le port de la zone franche de Colón, la plus importante au monde, après Hong Kong. Le Latour va débarquer ici des vêtements, des jouets, de la céramique et des pièces de rechange pour les voitures. Pour le navire, la prochaine escale sera la Polynésie. Un long voyage qui nécessite quelques préparatifs, comme le plein de provisions pour les 22 membres d'équipage, une charge dont s'acquitte Joël, le second cuisinier. Toutes ces provisions pour l'équipage, c'est pour combien de temps? Tout ça, c'est pour tenir jusqu'à Melbourne, en Australie. Josip, le chef électricien, s'en va, le Latour aussi. L'escale a duré 3 heures à peine. Pas une de plus, car le passage du canal est réservé depuis des mois. Vous l'avez compris, prochaine étape pour le Latour, franchir le canal de Panama. Un moment que tout l'équipage attend avec impatience. La semaine prochaine, vous vivrez une grande aventure, la traversée du canal de Panama. Entre 2 océans, entre 2 continents, cet isthme légendaire est à la croisée de toutes les routes maritimes. Vous découvrirez la ville de Panama, le charme de ses ruelles coloniales, mais aussi le dynamisme de son quartier d'affaires. Du lac Gatun aux écluses de Miraflores, des plages du Pacifique aux forêts tropicales, vibrez le temps d'une escale au rythme latino-américain d'un pays plein de couleurs, Panama. Voilà, et je vous rappelle que si vous voulez piloter votre porte-container autour du monde, c'est possible sur France3.fr
Amusant, mais pas facile. Vous pouvez aussi participer au projet pédagogique que nous avons mis en ligne avec la collaboration de l'Éducation nationale. Une occasion pour moi de racheter quelques mauvaises notes. Le Tour du monde continue sur france3.fr. À vos ordinateurs, toute l'équipe Thalassa vous dit à bientôt et bon vent.